Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission Matin Libre Sport qui sera consacré essentiellement au handball national. Le dimanche 21 septembre dernier, les amoureux de la petite balle ont vibré au rythme des finales des playoffs de la Move Africa Ligue Pro 1 de handball chez les dames. Flores a décroché donc son sacre au terme d'un match plein de suspense. Du côté des hommes, c'est Adidja Handball Club qui a pris sa revanche en s'imposant sur son adversaire du jour, Flores, bien sûr. Mesdames, Messieurs, nous reviendrons sur ces deux finales à travers donc un reportage avant de retrouver notre invitée du jour, la présidente de la Ligue professionnelle de handball. Avec elle, nous ferons le bilan de cette formule, nouvelle formule de championnat donc adoptée par la fédération, sinon la Ligue professionnelle de handball, ses forces et ses faiblesses, bien sûr, et surtout ses perspectives pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, avant de retrouver notre invité du jour, on installe le décor avec ce reportage sur les deux finales des playoffs de la Move Africa Ligue Pro 1 de handball. Deux finales, deux scénarios à couper le souffle. Les playoffs de la Move Africa Ligue Pro 1 de handball ont tenu toutes leurs promesses. Chez les dames, Flores a confirmé son statut de favori. Au terme du temps réglementaire et dans une remontée spectaculaire, les dames du président Charles Tokor ont décroché le titre avec autorité. Une victoire qui vient enrichir un palmarès déjà impressionnant. L'année passée, Aspac nous menait, je crois, 6 buts d'écart, 5 buts d'écart à la mi-temps. Et en deuxième partie, on a fini par les gagner 11 buts d'écart. Donc, c'est devenu une coutume chez nous. Permettez-moi, entre autres, de remercier l'honorable Toko qui n'a pas lésiné sur les moyens. Il a tout mis à la disposition des joueurs et des joueuses. Et le résultat que vous avez vu là, c'est 9 mois de travail acharné, accompagné des soutiens de l'honorable Toko et des membres de la CNSS. Franchement, je n'ai pas les mots. La déception est grande, c'est vrai. On a tiré les leçon. Vous savez, ce n'est pas les coachs qui jouent. Nous avons mis un dispositif en place qui devait se suivre jusqu'à la fin, mais malheureusement, en deuxième partie, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans plus, nous perdrons. C'est vraiment une grande déception pour nous. Mais chez les hommes, il a fallu prolonger le suspense. Adidja Handball Club a bataillé jusqu'au bout pour prendre sa revanche sur Flores. Battus en finale l'an dernier, les militaires ont cette fois-ci renversé la vapeur au prix d'un combat acharné. Et c'est terminé. Et c'est fini. Adidja retrouve son trophée. Baskora. À Baskora, Dacossage Mathieu qui célèbre ce trophée comme cela se doit. La finale a été électrique. Finale. Il y a toujours 2 résultats. Soit tu perds, soit tu gagnes. Mais nous, en tant que guerriers, on n'a pas perdu. On a juste appris. On va travailler, revenir très fort l'année prochaine pour pouvoir reprendre encore une fois le titre. Pas de doublé donc pour Flores, mais une belle consécration pour Adidja Handball Club. Au-delà du spectacle, ce sont aussi les fruits du travail de Sidikou Karimou et de son équipe qui se révèlent. Depuis quelques années, ils insufflent un souffle nouveau au handball béninois. Et ces finales en sont la preuve éclatante. Et voilà, les rois et reines de la saison pour le compte du handball national sont connus. Mesdames, Messieurs, le public en liesse. On se retourne directement vers notre invité. Bienvenue, madame. Merci, monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs, bien sûr. Bonjour aux téléspectateurs. Oui. Je suis Clarisse Omozali Mbedji, 3e vice-présidente de la Fédération béninoise de handball et présidente de la Ligue professionnelle de handball. Vous étiez bien installé à la tribune officielle ce dimanche. Vous avez suivi les différentes prestations. Votre réaction sur ces deux finales que vous avez vécues en live? Je suis partie du rôle des arts sur une note de satisfaction. De satisfaction parce que nous avons eu 2 rencontres, une féminine, une autre masculine. Et vous étiez d'ailleurs là. Oui. Les gens de la presse étaient là. Des rencontres qui ont également été diffusées pour vous dire qu'on remarque nettement une évolution du handball béninois aujourd'hui. Et une belle organisation de la finale.
Oui, je parle d'abord du jeu. Ok, d'accord. Puisque nous parlons de la Ce qui nous de la attire, nous finale. autres qui ne sommes pas Oui, trop voilà, férus, bon, athlètes, voilà. Oui, qui c'est nous vrai attire, voilà. que pour le public, au-delà du spectacle, Oui. c'est beaucoup plus l'organisation, c'est beaucoup plus l'attrait, Voilà. ce qui accroche, ce qui permet quand même, entre autres, de rester et de suivre la rencontre de bout en bout. On a envie de devenir handballeur. En tout cas, moi, j'ai eu cette envie-là. Et je vous aurais invité avec plaisir, et Dimanche même dernier. si ce n'est pas évident que Voilà. vous soyez encore un sportif, Voilà. un handballeur niveau. confirmé, Voilà. de haut niveau, Voilà. vous pouvez quand même goûter à la discipline. Ça vous permettra certainement de choisir pour votre progéniture et de conseiller ceux autour de vous. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire, le handball est la plus belle discipline sportive. Oui. Justement. Et on parle du jeu. Oui, on parle du jeu et je disais tout à l'heure que moi, je suis partie du rôle des arts sur une note de satisfaction. Satisfaction parce que déjà, au niveau des deux rencontres que nous avons suivies le dimanche, il y a eu une nette amélioration par rapport à l'année passée. Ok. Il n'y a pas eu de régression. Donc c'est déjà pour nous une note de satisfaction de savoir que le niveau a été une fois encore élevé. Et c'est encore plus satisfaisant au regard de tout ce que nous investissons aujourd'hui dans cette discipline pour rendre la discipline encore plus attrayante et faire parler de notre handball béninois, du handball béninois à l'international. Ok, justement. Alors, les deux affiches, quand vous prenez les dames, on va parler rapidement des dames. Aspac Flores. Aspac Flores, ça a été la même affiche l'année passée. Ok. Et vous voyez donc que vous avez deux équipes complètement engagées et très engagées sur le terrain. Et vous voyez les dames de Flores qui viennent pour confirmer leur position. Les dames de Aspac qui viennent donc pour la revanche. Pour décrocher cette fois-ci le le titre. trophée. Mais malheureusement, sur des petites erreurs, l'adversaire a pris le dessus. On a vu cette expulsion de 4 minutes qui a tout changé. Justement. Du numéro 25 Numéro de 25 Aspac. de Aspac qui a eu 2 fois 2 minutes. Ça lui faisait 4 minutes donc à la touche. Alors que son équipe était en train de mener. Et qu'est-ce qui va se passer dans les 4 minutes? C'est que son équipe joue en sous-nombre. Et à partir de cet instant, l'adversaire qui a une certaine expérience doit pouvoir exploiter cette occasion. Et c'est ce qui s'est passé quand vous regardez bien le match. C'est ce qui s'est passé. Flores a véritablement exploité cette occasion et a remonté les buts de Aspac jusqu'à se retrouver. Dessus, oui. Voilà. Et après ça, Aspac a couru derrière le score en 20. Mais l'un dans l'autre, vous devez voir que vous avez une équipe de Flores qui est restée quand même mentalement assez forte, qui est restée dans son couloir d'expérience, qui est resté unie face à la difficulté que Aspac leur a causée. Et l'un dans l'autre, nos équipes féminines aujourd'hui, quand vous prenez le carré d'as, en tout cas quand vous prenez les 3 premières médaillées, je suis de ceux qui pensent que toutes les 3 méritaient la première place. Et donc tout s'est passé sur des détails. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, quand vous faites une gaffe, comme on le dit toujours, ça se paye cash. Voilà. Et effectivement, chacune de ces équipes ont payé. Et ça a valu à Flowers donc d'être une fois encore confirmée sur ce trophée et championne du Bénin. Depuis que nous avons instauré la professionnalisation, nous avons commencé avec la professionnalisation. Ça le fait donc leur 4e professionnalisation, leur 4e trophée, leur 4e titre en tant que championne professionnelle. Et c'est à féliciter. Et avec la facture du jeu également, nous, ça nous fait plaisir. Alors quand vous prenez les hommes, c'est l'une de nos plus grandes affiches aujourd'hui au niveau du handball, Flowers Adjidja. Il aura fallu la prolongation. Voilà, prolongation. Et vous verrez que vous avez certainement, bon, ça ce n'est plus à dire. Adjidja était vice-championne, est venue à 2005 avec le titre de vice-champion. Vice-champion parce que l'année dernière, c'était la même affiche également, mais Adjidja a perdu face à Flowers. Flowers vient donc cette année pour confirmer son titre. Adjidja vient donc pour la revanche. Et qu'est-ce qui va se passer? On est au terme des 30 minutes x2 réglementaires et puis on a un tableau noir.
il faut aller aux prolongations. 29-29. 29-29. On va aux prolongations et c'est là où ça a été encore plus extraordinaire, c'est-à-dire qu'à moins d'une minute de la fin du temps de prolongation, on remarquera que Adidjan ne menait finalement que d'un but d'écart. Et il suffisait d'une petite erreur pour permettre à Flowers de revenir à égalité. Et puis on reprenait autrement le jeu. Mais là, vous avez Hakim, ce joueur de Adidjan qui a quand même su maintenir la balle, créer le jeu autour pour épuiser les 45 secondes qui restaient en attaque à Flowers et offrir donc de cette manière-là le trophée à Adidjan. Un but d'écart. Un but d'écart. Un but d'écart. Et c'était sensiblement le même tableau l'année passée. Et nous, ça c'est par rapport au score, mais le jeu que nous avons vu sur le terrain. Cette année, le jeu est allé encore d'un autre niveau. Le jeu a été encore élevé, le niveau a été élevé avec, j'avoue, beaucoup plus de sérénité que l'année passée. L'année passée, on a tous parlé de la sérénité, on a tous parlé de la psychologie des militaires, mais je pense que cette année, les équipes sont venues avec une certaine sérénité qu'il s'y est quand même de saluer. Une certaine performance qu'il faut également saluer. Et nous, franchement, ça nous fait plaisir. Et la perte de Flowers, c'est également sur les détails, comme on le dit. Parce qu'en temps, vous avez eu des ballons jetés, plutôt que de véritablement concrétiser son tir, on a jeté les balles. Et à ce niveau, l'erreur, ça se paye, ça ne se rattrape pas malheureusement. Et ça a coûté ce que ça a coûté. Vous l'avez dit à plusieurs reprises qu'il y a eu de l'évolution dans le jeu, que les équipes sont venues avec beaucoup de sérénité. Mais qu'est-ce qui favorise cela? Qu'est-ce qui est à la base de cela? Qu'est-ce qui donne aujourd'hui cette sérénité à ces équipes-là? Est-ce qu'au niveau de la fédération, le travail est plus, en tout cas, basé, ou bien au niveau des clubs, il y a plus de formation, il y a plus de... Je sais pas, dites-nous, qu'est-ce qui a milité en faveur de cette sérénité retrouvée au sein des clubs aujourd'hui? Alors, pour nous, vous l'avez sorti rapidement quand vous parlez de formation. Formation, c'est la fédération, l'équipe de la fédération qui est là aujourd'hui. Nous avons beaucoup misé sur la formation. La formation à tous les niveaux. C'est vrai, les joueurs, ils doivent s'entraîner, ils font ce qu'il faut, mais est-ce qu'ils sont entraînés par des personnes qui ont le profil nécessaire? Est-ce qu'ils sont entraînés par des spécialistes, par des experts? Quand je parle d'experts, ce n'est pas de l'expertise pure, mais est-ce que nous avons un début de... Est-ce que les formateurs, les entraîneurs qui travaillent avec eux, quels sont les rudiments que ces entraîneurs ont? Alors, l'équipe de la fédération qui est là aujourd'hui y a pensé très sérieusement et nous avons organisé plusieurs formations sur les licences que doivent avoir les diplômes des entraîneurs. Et vous savez, dans la formation d'entraîneurs, c'est un tout. C'est un tout. Au-delà de ce que vous pouvez donner comme exercice à vos joueurs, à vos athlètes, il faut connaître votre joueur. Il faut connaître l'athlète. Si vous ne le connaissez pas, vous ne savez véritablement pas qu'est-ce que vous pouvez faire de tel joueur ou de tel joueur. Vous avez des joueurs, par exemple, qu'il ne faut jamais mettre en début de match. Qu'il faut laisser observer. Il y a des joueurs, il ne faut pas les... Qui viennent comme des jokers. Voilà. Il y a ce volet formation, je crois, sur lequel nous avons suffisamment mis l'accent, qui aujourd'hui permet quand même aux entraîneurs d'avoir le minimum qu'il faut. Ce ne sont plus des entraîneurs qui sont formés sur le tas. Pas du tout. Surtout à la ligue professionnelle. Ce ne sont plus des entraîneurs qui sont formés sur le tas. C'est des entraîneurs qui ont des diplômes d'entraîneurs, des entraîneurs qui ont suivi tout un cursus, qui ont eux-mêmes également fait l'expérience de la discipline et donc qui ont un certain niveau. Je ne dis pas que tout est rose, que tout est beau, non, mais apprécions quand même l'existant. Et après avoir apprécié l'existant, nous allons ensemble voir les limites, relever également les limites et apporter les solutions aux limites que nous allons relever. Donc je pense que cette capacité des joueurs aujourd'hui à tenir, à garder une certaine sérénité, à tenir devant les championnats, c'est déjà
cette formation. Et c'est également l'opportunité que nous avons commencé par avoir il y a quelques années d'aller affronter les équipes à l'international. Okay. C'est très important. Quand vous avez cette expérience d'affronter l'extérieur, vous revenez avec une autre mentalité qui n'est plus la même. Et je pense que voilà des éléments qui jouent suffisamment aujourd'hui dans la balance et donc en faveur de la discipline, en faveur des équipes, en faveur des handballeurs et handballeuses. Vous avez parlé de l'extérieur et quelque chose m'est venu à l'idée. La finale des hommes a été en tout cas officiée par des officiels, arbitres internationaux, qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Voilà la paire ivoirienne que nous Et pourquoi ce choix? Alors, ce choix d'abord parce que nous avons voulu que la finale se déroule dans une parfaite sérénité. Vous savez, nous avons également au Bénin, au handball, nous avons également des arbitres internationaux. Oui. Nous avons des paires internationales. Mais quand vous arrivez à un niveau donné où vous voulez éviter une certaine contestation, on fait en sorte que tout le monde soit à l'aise. Et nous avons voulu que nos équipes soient véritablement à l'aise. Même la finale des dames a été arbitrée par une paire togolaise. Voilà, pas une paire togolaise. Nous avons souhaité cela pour que justement nos athlètes, voilà, que même dans les contestations, ça ne manque pas. Qu'on ne dise pas que c'est parce que tel arbitre est proche de ci, que voilà ce qui se dit, voilà. Nous avons voulu éviter tout soupçon. Nous demeurons des êtres humains. Nous avons voulu éviter tout soupçon, éviter une quelconque, comment dirais-je, présomption de c'est parce que l'arbitre aurait fait ci qu'on a perdu, c'est parce que l'arbitre aurait fait ça qu'on a perdu. Quel intérêt la paire ivoirienne a à favoriser Adidja ou Flores, Adidja perde? Voilà. Aucun. Pareil au niveau des dames. Et donc pour nous, c'était l'un des cachets que nous avons voulu apporter à l'événement pour qu'il y ait plus de sérénité que possible. Et je pense que ces arbitres ont suffisamment magnifié notre discipline à travers justement leurs prestations. Et c'est le moment également de les féliciter et de leur dire merci. Merci à vous. On va aborder cette fois-ci la nouvelle formule du championnat adapté. Vous disiez il y a quelques semaines en arrière au rôle des A que c'est pour mettre plus en jambes, pour donner plus de compétition, plus de matchs aux différents clubs. C'était ça. La formule cette année, elle est un peu particulière. L'année dernière, nous avons eu par exemple au niveau des hommes 11 équipes masculines et 8 équipes féminines. Mais cette année, cette saison 2025, nous avons eu 17 équipes masculines. Et donc, il fallait trouver la formule pour permettre à toutes les équipes d'avoir le plus de matchs possible au terme de la saison, mais également de pouvoir véritablement animer la saison. Et qu'est-ce qui va se passer dans la réflexion? La direction technique a fait la proposition qui concordait d'ailleurs avec la situation, c'est que nous avons retenu un top 6, le top 6 étant ceux-là, les équipes qui ont joué les playoffs 2024. Et ce top 6 mis de côté, nous avons eu ensuite les autres de la Ligue Pro. Les autres, ce sont les 11 équipes qui s'ajoutent au 6 pour que ça fasse 17. Alors, dans ce saucissonnement ou dans cette subdivision, pardon, la première, les top 1 ont joué leur préliminaire à part. Les 11, les autres 11 également ont joué leur préliminaire. Et après leur préliminaire, on s'est retrouvé à reconstituer maintenant une Ligue Pro 1 et la Ligue Pro 2. Donc, quand vous prenez la Ligue professionnelle, la Move Africa Ligue Pro, nous avons aujourd'hui la Ligue Pro 1 et la Ligue Pro 2. Et d'ailleurs, la Ligue Pro 2 va également jouer ses playoffs à partir du dimanche prochain. Et c'est à Parakou. Voilà. Et au niveau des dames, nous avons gardé le top 5 de celles qui étaient aux phases finales en 2024. Et nous avons fait les 5 autres de cette année, qui également ont joué chacune en ce qui les concerne leur préliminaire. Et en fonction de la formule qui a été déterminée, donc, elles sont passées également en Pro 1 et Pro 2. La différence entre la formule de cette année et l'année passée, vous l'aurez déjà remarqué,
c'est la création de la Ligue Pro, de la Pro 1 et de la Pro 2. Voilà. Donc, c'est la majeure différence que nous avons, qui a été opérée par rapport à la question de la formule, du format du championnat. C'est la grande innovation. On peut dire. Et ça, c'est dû au nombre d'équipes qui se sont inscrites pour la Ligue professionnelle. Voilà. Et il en sera toujours ainsi, parce que le format est tributaire du nombre d'équipes que nous avons, du nombre d'équipes qui doivent faire le championnat. Si bien que le format n'est jamais décidé à l'avance. C'est quand on a fini les inscriptions des clubs, nous connaissons le nombre, nous pouvons ensuite déterminer le format. Nous avons joué donc les phases préliminaires de part et d'autre. Nous avons joué les phases intermédiaires également de part et d'autre. Et ensuite, nous sommes maintenant en train de faire les playoffs. Et nous venons de finir avec les playoffs de la Ligue Pro 1. Et nous allons donc commencer la Ligue Pro 2 en hommes et en dames à partir du dimanche prochain sur le terrain de Don Bosco à Parakou. C'est vrai, il y a aussi les playoffs de la Ligue Pro 2, vous avez dit, mais est-ce qu'en termes d'objectifs fixés au départ, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils sont atteints? Alors, nous, au niveau de la fédération et au niveau de la ligue professionnelle de handball, nous pouvons dire que les objectifs sont atteints parce que, nous avons pu organiser notre championnat professionnel, pour ce qui concerne le championnat professionnel, nous avons pu l'organiser dans le créneau qu'il faut. Nous avons permis aux équipes d'avoir autant de matchs que possible. Nous avons déployé tout ce qu'il faut comme logistique pour permettre à nos équipes de jouer dans la joie, dans la quiétude, dans la sérénité. La quiétude parce que vous savez, quand vous venez au rôle, c'est toute une sécurité qu'il faut mettre en place. Justement. Il faut mettre en place, c'est toute une organisation. Pour nous, en l'état, si je peux parler d'un bilan à mi-parcours, j'ai dit parcours parce que nous avons encore, voilà, à mi-parcours pour nous, les objectifs sont atteints. Le reste, chaque équipe, en ce qui la concerne, fera également son bilan pour que justement, puisque c'est un travail d'ensemble. La fédération ne travaille pas de manière isolée par rapport aux équipes. Plus le handball béninois brille, plus ça nous fait à nous tous plaisir. C'est le bonheur des Béninois et c'est le Bénin qui en sort gagnant. Voilà. Un bilan, un point qu'on va mettre, c'est de dire que Flowers chez les dames et Adija chez les hommes représentent le Bénin pour les championnats, les tournois au plan international. Alors, cette année, pour la Coupe d'Afrique des clubs champions, il y a Flowers en hommes et en dames. Flowers en hommes et en dames. Et au niveau des Flowers en hommes et en dames qui vont participer également, ce sera Aspac en hommes et en dames. Oui. Pourquoi Adija ne participe pas? Bon, je pense que Adija, c'est pas inscrit. Ok, d'accord, justement. Oui, Adija, c'est pas inscrit. C'est un volet particulier qui concerne l'équipe. Voilà, et vous pourrez peut-être vous rapprocher d'eux. Ok, d'accord. Et on voit aussi la bonne organisation, on va revenir là-dessus, cette finale, les trophées, le décor, tout ce qu'il y a. Pourquoi miser aujourd'hui maintenant sur la communication surtout? On voit que tout ce qui a été fait en matière de match a été diffusé donc, en direct sur les canaux de votre fédération. Et pourquoi aujourd'hui cette innovation? La communication pour nous est l'âme de toute chose. Parce que, vous voyez, vous avez voulu que je vienne ici pour faire le bilan. Parce que vous avez eu l'information. Oui. Et parce que vous avez eu l'information, vous souhaitiez que justement le public béninois et au-delà du public béninois, que beaucoup de personnes soient informées. Mais si nous, on n'avait pas mis en place au départ un système ou une stratégie qui vous permette à vous d'avoir l'information, on n'en serait pas ici. Alors, qui saurait que le Bénin, quand même, fait des prouesses aujourd'hui en handball? Ça, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas pour se prendre la tête du tout, mais c'est ce qui est.
Le handball au Bénin, il y a 10 ans, n'a rien à voir avec le handball d'aujourd'hui. C'est vrai aussi. Et nous avons le devoir de porter davantage l'étendard de notre handball et permettre aux pays étrangers et permettre au monde entier de voir ce qui se fait au Bénin. Parce que quand vous faites quelque chose, il faut informer là-dessus, il faut communiquer pour que les gens le sachent. Mais si les gens ne le savent pas, les gens ne comprendront pas. Okay. Et donc pour nous, la moindre des choses, aujourd'hui, le niveau que le Bénin a atteint, de manière générale, le niveau que le Bénin a atteint ensuite en matière sportive et le niveau que le Bénin a atteint en matière de handball, les parlons de handball, c'est le moins que nous puissions faire. Et c'est avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de satisfaction que nous le ferons davantage parce qu'il n'y a que cette manière pour nous aujourd'hui d'être également, de se conformer aux normes. Et c'est ce qui se fait partout. Nous n'allons pas rester en rade. Okay. On a déjà dit que le monde aujourd'hui est une petite planète. Vous serez dans les rangs. Voilà. Bon, est-ce que je n'aime pas trop dans les rangs? Oui, j'ai compris. Mais il faut que nous soyons également de ceux-là qui veulent faire bien et qui veulent montrer que nous faisons bien. Et ce n'est qu'en cela que nous pouvons davantage vendre notre marque et pour que les gens sachent qu'au Bénin, le handball se joue et de la manière la plus extraordinaire. La saison n'est pas encore terminée. Et quels sont les enseignements que vous tirez de cette saison 2025-2026 mais 2024-2025, voilà. Bon, saison 2025. 25, voilà. Oui, 2025, c'est une saison sportive de 2025. Les grands enseignements. Vous savez, les enseignements... Tout n'a pas été rose quand même. Ça, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et vous parlez quand même des clubs professionnels, voilà, où chacun vient avec ses objectifs. Voilà. Et chacun veut s'assurer que le canevas que la ligue professionnelle a tracé lui permet effectivement d'atteindre ses objectifs. Et donc, dans cette interdépendance, dans cette relation avec les clubs, comme vous le dites, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Nous en avons tiré sérieusement dans les relations avec les clubs, surtout cette année, comparativement à l'année passée. Et je crois que nous avons déjà tiré nos enseignements. Okay. Vous nous permettez de ne pas... voilà, nous avons déjà tiré nos enseignements. Et nous avons d'ailleurs, même en cours de saison, anticipé sur certaines choses pour justement permettre à nos clubs, à nos équipes de se sentir vraiment à l'aise dans le championnat professionnel qui a été organisé. Un enseignement dont je peux quand même parler rapidement, c'est qu'en l'entame, nous avons parlé des jeux. Oui. Et nous avons tous relevé ici que tout est parti d'un petit détail. La perte du trophée, la perte du match est partie d'un petit détail. Ça veut dire quoi? Soit les joueurs doivent se corriger, soit le staff doit se corriger. Je vous ai dit, les 3 premiers aujourd'hui, que ce soit en hommes comme en dames, se valent. Chacune de ces équipes pouvait être championne du Bénin. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, on a fait nos observations. Comme nous avons l'habitude de le faire, je vous ai dit tout à l'heure, la fédération ne travaille pas de manière isolée. Nous dirons ce que nous avons à dire aux équipes pour leur permettre justement aussi de voir clair et peut-être qu'elles vont mieux appréhender que nous pour que la saison prochaine, nous puissions offrir encore plus d'avantages de jeux plus performants. Parce que la ligue professionnelle est la crème du handball. La ligue professionnelle de handball aujourd'hui, c'est la crème du handball béninois. Alors, il faut la rendre vraiment attrayante pour permettre à nos enfants qui viennent d'avoir envie d'aller jouer à la ligue professionnelle. C'est comment ça se passe. Vous avez parlé tout à l'heure de l'attrait qu'il y avait à l'intérieur. Que l'enfant qui est cadet aujourd'hui, les enfants qui jouent en catégorie d'âge, voient les grands jouer et qu'ils aient envie de venir jouer et qu'ils soient motivés, c'est déjà l'environnement et c'est le type de jeu que ces équipes professionnelles présentent au public qui également peut vous motiver. D'ailleurs, vous, par exemple, ça vous a plu. Vraiment. Alors, si j'avais encore 14 ans, je pense que... vous pouvez toujours venir vous amuser. Ça vous fera du bien. Le sport, c'est la santé du tout. Voilà. Alors, si nous vous gagnons, ça veut dire qu'à vos côtés, nous aurons également d'autres personnes. Et je le redis, si vous permettez, le handball est la meilleure discipline. Au handball,
vous cultivez la sérénité. Au handball, vous cultivez le défi et le goût de gagner. C'est-à-dire vous avez le goût du défi. La capacité et cette volonté chaque fois à se surmonter. Et vous pouvez le lire facilement dans les 2 rencontres, puisque nous parlons des finales, sinon tous les matchs sont comme ça. Et vous ne verrez aucune équipe. Ça va très vite. Ça va très vite et vous devez résister. Vous devez résister. Vous devez en un clin d'œil, en un temps record, trouver une solution aux difficultés que vous pose l'adversaire. Et ça, tout naturellement, ça transparaît dans votre vie privée, ça transparaît dans votre vie hors sport. Et moi, je dis, les enfants, envoyez-les au handball. Vous verrez cette ouverture d'esprit que ça crée chez l'enfant, cette capacité à réfléchir, à trouver des solutions aux problèmes qui se posent très rapidement. Je pense que vous avez raison, et rien qu'à voir le public en liesse chaque match, ça, on peut vous dire mission accomplie. Mais on va parler des perspectives pour le développement du handball béninois, professionnel bien sûr au Bénin, puisque vous êtes de la Ligue professionnelle, présidente bien sûr. Oui, merci monsieur le journaliste. Les perspectives, comme si je le savais, nous venons de l'aborder en filigrane, voilà. Parce que l'engouement aujourd'hui autour du handball professionnel au Bénin, pour nous, c'est d'avoir encore plus d'équipes l'année prochaine. Okay. Ça fait partie des perspectives. Et je crois que l'engouement qu'il y a aujourd'hui permet à d'autres équipes qui vont forcément prendre le risque, venir. Et les conditions sont davantage créées pour permettre aux équipes qui viennent à la Ligue professionnelle de se sentir à l'aise, de se dire, mais je n'ai pas tort de venir à la Ligue professionnelle. Les perspectives pour nous, c'est également de jouer désormais, même si ça ne dépend pas de nous directement, je peux quand même en parler. Les perspectives pour nous, c'est d'avoir une salle en bonne et due forme. Justement. Vous voyez un peu les conditions au rôle. Le rôle des arts est aujourd'hui le seul, et je peux dire le seul que nous avons et que toutes les disciplines sont obligées d'exploiter à tout de rôle. Mais nous avons vraiment besoin d'infrastructures sportives. Et pourquoi pas un gymnase? Justement. Un gymnase. Mais nous voulons un gymnase. Et je pense que l'État béninois aujourd'hui peut franchement l'offrir à ses sportifs. Et j'avoue que les handballeurs et les handballeuses méritent. Que ce soit de plus jeunes handballeurs aujourd'hui, aux professionnels en passant par les amateurs, c'est-à-dire les catégories d'âge. Quand vous prenez nos résultats, nous avons vraiment besoin d'infrastructures, nous avons besoin de quoi nous entraîner de manière à l'aise et nous avons besoin de disponibilité d'infrastructures pour mieux structurer également le championnat. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, programmer vos matchs, programmer vos rencontres sans tenir compte de telle autre discipline ou de telle autre discipline. Et comme je vous l'ai dit, le rôle reste le seul aujourd'hui que tout le monde utilise à tout de rôle. Et à Parakou, vous allez jouer où? Pardon? À Parakou. À Parakou, nous allons jouer à Don Bosco, sur du ciment. Mais vous voyez, normalement, la Ligue professionnelle, c'est en bas. Ça doit se faire en salle. Justement. Voilà. Et nous avons besoin de salles. Ok. Le handball béninois aborde un nouveau tournant le samedi prochain. Vous avez programmé vos assemblées générales électives pour le samedi prochain. Vous confirmez? Vous nous en dites un mot? Oui, effectivement, le samedi 27, la fédération, en tout cas les acteurs du handball béninois sont en assemblée générale élective. Et nous allons laisser les acteurs décider de qui va poursuivre l'aventure. De qui va poursuivre les œuvres qui sont là déjà. Nous les laissons simplement décider. Mesdames et messieurs, rendez-vous donc le samedi prochain. Nous y serons pour faire le point dans notre numéro, le numéro de la semaine à venir de votre émission Matin Libre Sport. Vous aimez également le foot, on m'a dit. Entre le foot et le handball, il n'y a pas un grand pas.
Oui, j'adore le handball, mais j'aime également le foot. Et on va en parler avec le ballon d'or, avec Ousmane Dembélé, après cet élément. Ousmane Dembélé, c'est l'histoire d'un gamin de Vernon en Normandie, devenu en 2025 le meilleur joueur au monde. Né en mai 1997, il grandit dans une famille d'origine mauritanienne, sénégalaise et malienne, avec un ballon comme premier compagnon de jeu. Très tôt, son talent saute aux yeux. Rapide, insaisissable, capable de dribbler des deux pieds comme peu de joueurs au monde. Repéré à Rennes, il fait ses classes et explose seulement à 18 ans. En Ligue 1, ses dribbles déroutants et sa vista séduisent toute l'Europe. Dortmund l'accueille, puis Barcelone débourse une somme record pour bénéficier de ses services. Mais la gloire attendue tarde à venir. Les blessures, les doutes et les critiques jalonnent son parcours. Beaucoup le disaient perdu, mais Dembélé n'a jamais renoncé. En 2022, il rejoint le Paris Saint-Germain et c'est là, à Paris, que sa carrière prend un nouveau tournant. Porté par la confiance de son entraîneur et soutenu par un collectif solide, il réalise en 2024-2025 la saison de sa vie. 35 buts, 16 passes décisives, un rôle majeur dans la conquête de la Ligue des Champions et du championnat. Sa vitesse, sa créativité et son efficacité font de lui l'arme offensive numéro 1 du Paris Saint-Germain. Le 20 septembre 2025, à Paris, Ousmane Dembélé est couronné Ballon d'Or. En larmes, il dédie le trophée à sa famille et à tous ceux qui n'ont jamais cessé de croire en lui. Il devient ainsi le 6e Français à inscrire son nom au palmarès après Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Ousmane Dembélé, c'est désormais bien plus que talent. C'est l'incarnation de la persévérance et de la reconnaissance. Du gamin fragile de Vernon au champion du monde de football, son parcours est la preuve qu'aucune chute n'est définitive quand on croit en son étoile. Aujourd'hui, le monde entier salue le nouveau roi du ballon rond, Ousmane Dembélé. Et voilà, l'enfant de Vernon en Normandie, en France, est devenu, passé donc par Rennes et FC Barcelone Dortmund, est devenu donc ballon d'or après donc plusieurs blessures qui ont secoué, qui ont mis un peu en danger sa carrière. Heureusement pour Dembélé, à 28 ans, il décroche le ballon d'or malgré ce talent qu'il avait. Et tout le monde, en tout cas, le voyait ballon d'or il y a 5 ans, 10 ans en arrière. Alors, c'est également une note de satisfaction. Voilà, justement. Une note de satisfaction parce que je suis de ceux qui pensent que, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement ceux qui pensent ça, c'est la vie qui est comme ça, oui. Il ne faut jamais baisser les bras. Et le sacre de Dembélé est encore une fois la preuve de ce qu'il ne faut pas faire de fixation. Justement. Il ne faut pas faire de la fixation. Il ne faut pas se morfondre. Il ne faut pas rester cloîtré sur sa situation de difficulté actuelle. Elle est là, vous n'y pouvez rien. Voilà. Mais ce que vous pouvez par contre, c'est de trouver les solutions et aller de l'avant. Et je crois que le parcours de Dembélé se résume à cela. Malgré les blessures, malgré les difficultés, les portes fermées, il n'est pas resté cloîtré, il n'est pas resté figé, il n'a pas fait de la fixation, il a continué simplement. Et je crois que il y a également cette capacité à avoir, à être doté d'une grande ouverture d'esprit, à accueillir tout ce qui vous arrive comme étant le parcours normal de votre vie. Justement. Et trouver les solutions chaque fois pour aller de l'avant. Et pour moi donc, une fois encore, il vient confirmer cela. Et aucun de nous, d'ailleurs, c'est le moins que puisse avoir un sportif, ne jamais faire de la fixation, travailler à ses objectifs et évoluer, la récompense, elle est devant. Ça méritait ce ballon d'or 2025? Alors, je ne suis pas tous les matchs de football. Okay. De football, déjà, je ne suis pas... J'aime le football, mais je ne suis pas collé au football. Oui. J'ai souvent entendu parler de Dembélé. J'ai suivi certains de ces matchs et j'avoue que j'en ai suivi 2 ou 3 cette saison. Oui.
Et ce que j'ai apprécié chez le joueur, c'est sa capacité à distribuer la balle. C'est sa capacité à mettre à l'aise, vous savez, le sport collectif, voilà. C'est sa capacité à mettre à l'aise son entourage. À porter le collectif. À porter le collectif et à les emmener vers le but. Et je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas les autres matchs qu'il a joués, mais pour ces deux que moi j'ai suivis quand même cette année, et parce que beaucoup disaient Dembélé, mais je vais voir vraiment ce que fait Dembélé, un peu comme Mbappé. Alors quand j'ai suivi, c'est ce que j'ai découvert. Et donc pour moi, je ne maîtrise pas non plus tous les critères, mais en l'état, et quand j'ai vu un peu la manière dont sa vie a été retracée, et surtout sa carrière de football a été retracée, j'ai simplement résumé comme quoi il ne faut pas faire de la fixation, il ne faut pas rester collé à ses difficultés, il faut évoluer, il faut aller de l'avant, la récompense elle est devant, et je crois qu'il a, s'il a obtenu le ballon d'or, c'est qu'il le mérite, et moi, bon, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais félicitations à lui. Surtout qu'il a des origines africaines. Oui, il est de père malien et mère sénégalaise. Mauritanienne, parfois, je ne sais pas. En tout cas, il y a 3 nationalités qui... Voilà, qui tournent autour de lui. Voilà. Les origines africaines, c'est vrai que je n'aime pas trop faire de la fixation dessus non plus, parce que je suis de ceux qui pensent que nous sommes tous égaux. Voilà. Le reste, c'est juste que, bon, quelqu'un s'est retrouvé à tel endroit sur la planète Terre, et donc dans ce camp vous êtes sur cette partie de la planète, vous avez telle couleur de peau, vous avez telle couleur de peau. Et pour moi, bravo, félicitations à lui. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente de la Ligue professionnelle de handball. Votre, en tout cas, mot de fin? Alors, je vais déjà vous dire merci. Merci à vous aussi. De nous avoir permis de faire ce bilan à mi-parcours. Je profite pour remercier tous les journalistes qui nous accompagnent. Vous permettrez que je dise également nos remerciements au gouvernement à travers le ministère du Sport, qui quand même accompagne aujourd'hui toutes les disciplines, y compris le handball. Et je remercie davantage pour avoir pensé la professionnalisation du handball, parce que là, ça crée beaucoup plus d'engouement et beaucoup d'entrée et beaucoup de dynamisme au sein du handball, et ça nous fait énormément plaisir. Je remercie les handballeurs et handballeuses, les staffs de toutes les équipes, également le public que je n'oublie pas, qui est très important. Et merci. Cap sur Parakou à partir du dimanche prochain sur le terrain de Don Bosco pour la Ligue Pro 2. Nous avons des équipes également qui ne sont pas des moindres, et vous verrez également une fois encore du beau handball simplement à Parakou. Et moi, je vais demander simplement au public de Parakou de faire massivement le déplacement sur Don Bosco, parce que vraiment, ce qui s'est passé à Cotonou, c'est du ouf, et je crois que ce serait pareil également à Parakou. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente. Merci également à vous qui suivez cette émission, qui nous avez suivis, et merci également à toute l'équipe de réalisation et de préparation de cette émission Matin Libre Sport. Portez-vous bien, et à la semaine prochaine, nous allons faire le grand format de l'Assemblée générale de la Fédération béninoise du handball.